Un Boeing 747 s'écrase au beau milieu de la campagne anglaise. Un champ de bataille. Tout était détruit. Où était ce 747? Les enquêteurs ont tous les indices nécessaires pour expliquer l'accident. L'avion avait redécollé en ayant le même problème qu'à son arrivée. Mais il ne s'explique pas pourquoi personne à bord n'a essayé de l'empêcher. On dirait qu'ils n'ont pas tenu compte des alarmes. Le copilote allait mourir, mais il n'a rien dit. Comment est-ce possible? En fait, la réponse ne se trouve pas sur le lieu du drame, mais à des milliers de kilomètres de là, en remontant plusieurs siècles en arrière. Gary Dan profite des congés de fin d'année en famille au nord de Londres. Non, j'aime pas. C'était un Noël en famille et on s'est changé nos cadeaux. Quand j'ai entendu le bruit d'un avion, le bruit est devenu de plus en plus fort. J'ai eu l'impression que l'avion allait arracher les cheminées. On avait l'impression qu'il rasait la maison. Vivant à moins de 2 km de l'aéroport de Stansted, Gary a beau être habitué au bruit, celui-ci le surprend. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'avion. Il y avait du feu qui sortait des moteurs. Il était déjà bien penché sur sa gauche et il a continué de s'incliner. Le 747 s'écrase en forêt, près du village de Great Allingbury. L'explosion a été énorme. On l'a vu se produire. Et un panache de feu venait vers nous. J'ai pris une lampe torche et j'ai dit « Un avion vient de s'écraser. Il faut qu'on aille aider. » Mon frère et moi, on a couru jusque sur les lieux. On se dirigeait vers le panache de fumée et de feu qu'on voyait toujours, parce qu'il y avait encore beaucoup de carburant qui crépitait tout autour. On s'est retrouvés dans un très grand cratère et j'ai crié « Il y a quelqu'un ?» pour trouver des survivants. Vous m'entendez? L'avion avait creusé un cratère de plus de 9 mètres de profondeur. Et il y avait des débris sur au moins 800 mètres. On aurait dit un champ de bataille. On a appelé les secours. Un avion s'est écrasé à Great Allingbury. Les secours mettent près d'une demi-heure à arriver. Une fois sur place, ils constatent rapidement qu'il n'y a aucun survivant. L'avion et les milliers de tonnes de fret qu'il transportait sont entièrement détruits. C'est à l'AAIB, l'équivalent britannique du bureau d'enquête et d'analyse, de comprendre pourquoi. C'était un avion très sophistiqué, piloté par un équipage entraîné, mais qui avait perdu le contrôle. Que s'était-il passé? Situé dans la périphérie nord-est de Londres, l'aéroport de Stansted est une plateforme importante pour les compagnies à bas coût et pour le transport de fret. C'était l'effervescence. Il y avait beaucoup de passagers qui attendaient pour embarquer, d'autres qui arrivaient, plein de gens qui s'embrassaient, des autobus. L'endroit était très fréquenté à l'approche de Noël. Le vol 8509 est un avion cargo de la compagnie Korean Air. L'avion était un Boeing 747 Fighter. Il n'était pas équipé de sièges pour des passagers, mais rempli de fret.
Parti de Séoul en Corée du Sud, l'appareil a fait un arrêt à Tashkent en Ouzbékistan avant de se poser à Stansted. Sa prochaine étape est Milan avec un nouvel équipage. En soute, un chef avion supervise le déchargement et le chargement de la cargaison. Il s'assure que les quelques 63 tonnes de fret sont correctement arrimées. Son travail ne se limite pas à empiler des cartons. Il peut avoir des conséquences cruciales sur le comportement de l'avion. Le chargement doit se faire de manière à ce que la répartition du poids reste dans les limites. Si on met les produits lourds à l'arrière et les produits légers à l'avant, ça fera monter le nez de l'avion et ça rendra le pilotage difficile et très dangereux. Le commandant Park Do-kyu est un pilote très respecté. Commandant ? Cet ancien colonel de l'armée de l'air coréenne compte plusieurs milliers d'heures de vol sur 747. Park Eun-kyu, l'officier mécanicien navigant, s'occupe du bon déroulement technique du vol. Le copilote Yoon Ki-sik débute sur 747 et ne compte que 195 heures de vol sur cet appareil. Il y avait l'équipage de 3, plus un responsable maintenance. Ce dernier a supervisé de menus travaux d'entretien et va profiter du vol 8509 pour rentrer à Séoul. Si le départ se passe sans accroc, on respectera peut-être l'horaire. Au travail. Stansted prévole, Korean Air 8509. Demandons clearance pour Milan. 8509, sans plan de vol, pas de clearance. Compris Stansted, en attente du plan de vol. Tout avion commercial est tenu de remplir un plan de vol avant de pouvoir décoller. Contactez nos services pour qu'ils redéposent le plan de vol. Vite. Sol. L'équipage doit attendre le temps que le document détaillant son itinéraire prévu soit déposé. Pour le contrôle aérien, c'est un avion parmi d'autres et il doit obéir aux mêmes règlements que les appareils qui transportent des passagers ou du fret. KL 8509 pour Milan. Départ Dover 6 Romeo. KL 8509 autorisé au départ. Dover 6 Romeo. Transpondeur 2230. À 18h25, avec près d'une heure de retard, l'avion est autorisé au roulage. 8509, alignez-vous piste 23. Maintenant position, piste 23, 8509. Le commandant sait qu'il n'a aucune chance d'arriver à l'heure à Milan. Autorisé décollage, piste 23. Pas trop tôt. « 80 nœuds. » Compris. V1, rotation. L'avion décolle de Stansted à 18h36. Vario positif. Rentrez le train. Train rentré. Passons 900 pieds. L'avion a décollé et il est monté à environ 2500 pieds. Peu après, il a tourné. Virage à gauche, 1,5 DME. Compris. Virage à gauche à 1,5 DME. L'avion a entamé son virage à gauche. Attendez pour le cap. Cap 158. L'horizon artificiel indique au commandant que l'avion ne tourne pas. L'inclinaison est en panne. L'inclinaison! L'inclinaison! Regardez! L'inclinaison!
Après moins de 60 secondes de vol, et pour une raison inconnue, le 747 est entièrement détruit. Le vol Korean Air 8509 s'est écrasé à quelques kilomètres d'un des aéroports les plus fréquentés du monde. Il n'y avait aucun débris qui dépassait la hauteur de nos genoux. Où était ce 747? Après un accident aérien, l'AIB dépêche un expert sécurité sur les lieux. J'aimerais jeter un œil. Sid Hawkins doit évaluer le niveau de risque. Une des premières choses à faire, c'est permettre aux enquêteurs de commencer à travailler. Pour moi, qui suis chargé de leur sécurité, c'est toujours un défi de les tenir à distance, le temps de faire l'évaluation initiale des lieux. L'avion avait 30 tonnes de carburant dans les réservoirs au décollage. Ce carburant est-il toujours sur les lieux? Si oui, il présente un danger pour l'équipe. Il faut aussi s'intéresser à la cargaison. S'agit-il de produits anodins ou de matières dangereuses? Bouclez le périmètre pour la nuit. Il fait trop sombre et c'est trop dangereux. Prévenez le personnel. Il n'y avait pas d'éclairage et c'était très dangereux pour les enquêteurs et les services de secours. L'enquête devra attendre le lendemain matin. Mais avant de partir, les enquêteurs font une découverte importante. L'une des deux boîtes noires. Ça a été capital de découvrir l'enregistreur. L'enregistreur phonique est extrêmement important pour enquêter sur un accident où tous les membres d'équipage ont péri. Ça nous permet de savoir ce qu'ils se sont dit, de nous faire une idée de l'atmosphère et de savoir quelles alarmes se sont déclenchées dans le poste de pilotage. Mais cette boîte noire est très endommagée. Et il est trop tôt pour savoir si elle contient des éléments susceptibles d'expliquer l'accident ou si l'enregistrement des derniers instants du vol 8509 a disparu à jamais. L'inclinaison. Pendant ce temps, à l'aéroport de Stansted, l'AIB examine la piste. David Miller est un des enquêteurs. On était sur la piste après avoir reçu un rapport de l'aéroport indiquant qu'elle était couverte de débris. Un de ses collègues, Steve Moss, l'accompagne. On a pensé à une défaillance non contenue. Le réacteur avait peut-être explosé et ces morceaux étaient tombés sur la piste. Les enquêteurs se demandent si l'avion a commencé à se désintégrer dès le décollage. Au milieu des petits morceaux d'épave, ils découvrent un indice particulièrement macabre. Ça ressemblait à une mâchoire humaine. Là, vous réfléchissez à toute vitesse. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que l'avion a percuté quelqu'un au décollage? Est-ce que quelqu'un s'était suicidé en courant jusqu'à l'avion et en se jetant dans un réacteur, ce qui aurait nui à son fonctionnement et provoqué l'accident? On ne savait vraiment pas. Du fait de l'enquête, tous les vols au départ et à l'arrivée de Stansted sont annulés. Et ce, à quelques jours de Noël. L'aérogare était pleine à craquer et on exerçait une pression énorme sur nous pour qu'on rouvre la piste. Des représentants de Korean Air sont arrivés à Stansted pour s'entretenir avec les enquêteurs, à la fois pour essayer de savoir ce qui s'est passé et pour répondre à quelques questions. Des questions, les enquêteurs n'en manquent pas. Car la destruction de ce 747 est le 5e accident grave enregistré par Korean Air en 2 ans et demi. Si l'AIB parvient à faire la lumière sur ce qui s'est passé, il pourra peut-être enrayer cette série noire. Les restes d'un 747 tracent un sillon de destruction en bordure d'un village anglais.
La zone de débris était très déroutante. Il faut du temps pour s'imprégner de la scène et pour essayer d'y voir clair. Au lever du jour, les enquêteurs peuvent enfin observer le point d'impact dans de bonnes conditions. Il s'agit d'un cratère immense entouré de débris. En fait, ce qu'on avait vu sur la piste, c'était des débris de l'explosion qui avaient été projetés dans les airs et qui avaient été apportés par le vent jusque sur la piste. Ce phénomène permet aussi d'élucider le mystère de l'indice ressemblant à une mâchoire humaine. Après un examen plus poussé, le lendemain matin, il s'est avéré que c'était un morceau de plastique tordu. L'expert sécurité Sid Hawkins s'intéresse désormais aux fragments de la cargaison. Imaginez 40 à 50 tonnes de fret stockées dans des cartons et une déflagration assez forte pour tout détruire. Et vous aurez une idée de la violence de cette explosion. C'est à lui d'évaluer si ses collègues sont en danger. Il y avait un chargement de matériaux dangereux. Il apprend que l'avion transportait aussi du cordeau détonnant pour les forces armées. 2 tonnes de whisky, des cartouches d'encre couleur pour imprimante et un appareil à rayon X. Il conclut cependant que rien de tout ça ne représente de menace sérieuse. Les matières dangereuses se trouvant à bord avaient toutes été détruites. Mais il reste encore à évaluer un risque important qui tient à la conception de l'avion. Il y avait de l'uranium appauvri dans la queue, au niveau des gouvernes de direction et de profondeur. Sur le 747-200, cet uranium appauvri sert de lest pour améliorer la stabilité en vol. Les analyses effectuées indiquent qu'il n'y a pas eu de fuite de matériaux radioactifs. Les gars pouvaient travailler. Ces derniers tentent toujours de savoir si l'avion s'est disloqué en vol. J'ai vu un rougeoiement qui pouvait être un avion en flammes. Les réacteurs étaient en flammes. J'ai expliqué aux enquêteurs qu'en regardant par la fenêtre, j'avais vu l'avion passer et qu'il y avait des flammes qui sortaient d'un réacteur. Le moteur gauche aurait pu subir une extinction, ce qui aurait fait basculer l'avion de ce côté. Ça ne risque rien, mais faites attention par là-bas. Pour savoir si l'avion était intact lorsqu'il a touché le sol, il faut chercher ce qu'on appelle les 4 coins. Est-ce qu'il y a les 2 ailes, l'empennage vertical et la gouverne de direction? Finalement, la réponse a été oui. Donc, on en a déduit qu'il n'y avait pas eu de défaillance structurelle en vol. En faisant ces recherches, les enquêteurs découvrent des traces révélatrices sur le sol. Il y avait un sillon long et fin qui avait été creusé par une aile, et un peu plus loin, on a trouvé l'endroit où le nez avait tapé. Compte tenu de la forme de ces marques dans le sol, on a essayé de déduire l'attitude de l'avion au moment de l'impact. Ces cicatrices donnent aux enquêteurs un aperçu des dernières secondes du vol. L'avion a percuté le sol à grande vitesse. Il était très incliné sur sa gauche, avec le nez pointé vers le sol, et l'énergie produite a été phénoménale. Les pilotes avaient peut-être été induits en erreur par leurs instruments, et ils avaient peut-être souffert de désorientation spatiale. Certains instruments de bord arrivent dans des laboratoires de l'AIB pour être examinés. On a découvert quelques morceaux des ADI. L'indicateur d'attitude, ou ADI, est un instrument de vol qui affiche l'inclinaison latérale et le tangage.
Quand un pilote vole de nuit ou dans les nuages, il n'a aucun repère visuel. Donc devant lui, il a un horizon artificiel appelé aussi indicateur d'attitude. Les avions modernes sont équipés de 3 de ces instruments. Un devant chaque pilote et un de secours dans le panneau central de commande. En cas de panne de l'un d'eux, il suffit que les pilotes comparent ce que leur appareil affiche par rapport à l'ADI de secours pour voir les deux qui coïncident et celui qui ne coïncide pas. On n'a découvert que des fragments et on les a examinés. Il s'avère que l'horizon artificiel du commandant fonctionnait mal. Lors de l'impact, il indiquait que l'avion volait les ailes à plat. C'est en contradiction avec les indices découverts sur les lieux. Mais sans l'enregistreur de paramètres, les enquêteurs ne peuvent pas expliquer cette incohérence. Il nous fallait cet enregistreur pour avoir la trajectoire de vol exacte. Le registre d'entretien aurait normalement dû lever un coin du voile, mais ça n'est pas le cas. Nous n'avons pas pu nous procurer le registre d'entretien. Il avait été détruit à l'impact. Et malheureusement, aucune copie n'avait été laissée à Stansted, comme ça aurait dû être le cas. Pour obtenir des renseignements, les enquêteurs s'adressent ensuite à l'équipage qui a piloté l'avion jusqu'à Stansted. Expliquez-moi exactement ce qui s'est passé. Les pilotes nous ont dit qu'en partant de Tashkent la veille, par beau temps et en journée, ils avaient dû faire un virage à gauche. Et à ce moment-là, le commandant n'avait pas eu l'information d'inclinaison sur son horizon artificiel. Mais comme il faisait jour, il avait regardé à l'extérieur pour s'orienter. Pour résoudre ce problème, il avait basculé sur l'ADI de secours et le sien s'était aussitôt remis à fonctionner. Ensuite, les pilotes avaient poursuivi le vol et ils s'étaient posés normalement à Stansted. Après l'atterrissage, le premier équipage quitte l'aérogare avant l'arrivée du deuxième. L'usage veut que lorsque le premier équipage croise le second, il y ait une sorte de débriefing verbal, si vous voulez, au sujet de l'état de l'avion. Mais ce débriefing n'a pas eu lieu. Et la seule personne à être au courant du problème d'ADI, c'est le responsable maintenance de Korean Air. D'accord, je vais regarder. Korean Air avait envoyé un responsable maintenance pour s'occuper d'éventuelles réparations sur l'avion. N'ayant pas les outils adéquats, l'homme fait appel à un mécanicien britannique. Enlevez l'ADI du commandant. L'épisode de la réparation ne fait qu'épaissir le mystère. Le premier équipage savait qu'un des instruments était défectueux et le problème avait été réglé. Pourtant, au décollage, l'horizon artificiel du commandant ne fonctionnait toujours pas, comme le prouvent les indices. Le responsable maintenance étant décédé, la seule personne que les enquêteurs peuvent interroger est le mécanicien britannique. Ce mécanicien nous a expliqué qu'il avait retiré l'instrument, qu'il avait débranché les fils à l'arrière. Voilà le problème. Vous pouvez remettre la broche? Et qu'il avait découvert ce qu'il avait cru être un problème de broche de branchement. Il avait repositionné la pièce correctement, il avait remis l'instrument à sa place et il avait fait une vérification. Ça paraît bon. Dès lors, le problème semblait réglé. Mais la réparation avait-elle résolu le problème? Les enquêteurs espèrent le découvrir grâce à l'enregistreur de paramètres qu'ils viennent enfin de retrouver. Le découvrir au milieu des débris, au fond d'un cratère de 9 mètres, a exigé des efforts considérables. Ça nous a pris 7 jours. Quand ils récupèrent les données, quelque chose ne colle pas.
Elles indiquent que l'inclinaison de l'avion n'a jamais dépassé 2 degrés. De toute évidence, l'avion avait pris une inclinaison nettement plus importante, de l'ordre de 90 degrés. Donc, ça nous a mis en alerte. Pourquoi une telle donnée? Pourquoi le 747 de Korean Air s'est-il écrasé peu après avoir décollé de l'aéroport londonien de Stansted? Les enquêteurs commencent à percer le mystère. L'enregistreur de paramètres du vol 8509 révèle que l'ADI défectueux signalé par le premier équipage semble ne pas avoir été réparé. Il faut donc déterminer pourquoi la panne du système de navigation n'a pas été correctement diagnostiquée. Comment avez-vous signalé ce problème? Le mécanicien navigant du premier équipage a indiqué le problème d'ADI en inscrivant un code dans le registre d'entretien. Puis, il l'a signalé verbalement au responsable maintenance. D'accord, je vais regarder. La démarche normale consiste à vérifier le code qui a été entré dans le FIM, le manuel qui liste tous les codes. Ça permet au technicien de connaître la nature de la panne et de faire la réparation appropriée. Sauf que le responsable maintenance n'avait pas d'exemplaire du FIM. Par conséquent, il n'a pas pu identifier convenablement la réparation à effectuer et a fait de son mieux. Voilà le problème. On a épluché tout le registre d'entretien, des chapitres traitant des composants jusqu'à ceux des schémas de câblage. Après une analyse détaillée du système de navigation, les enquêteurs découvrent enfin la nature du problème d'horizon artificiel. Ils recevaient des renseignements erronés. Le problème se situe en fait au niveau d'un boîtier de la centrale inertielle appelé INU. Ces appareils transmettent des données concernant le tangage et l'inclinaison aux ADI du commandant et du copilote. Les enquêteurs concluent que l'un d'eux a été victime d'un court-circuit. Ça a faussé les renseignements concernant l'inclinaison qui étaient relayés à l'enregistreur de paramètres et à l'ADI du commandant. La réparation avait donc été mal ciblée, et ce que les deux hommes avaient changé n'était pas à l'origine du problème. Ils avaient fait fausse route. Enlevez l'ADI du commandant. Si le FIM avait été disponible, les deux hommes auraient peut-être compris que la réparation adéquate consistait à remplacer l'INU numéro 1 et non l'ADI du commandant. La mesure a été totalement inefficace. L'avion a redécollé en ayant le même problème qu'à son arrivée. Une panne d'instrument est rare, mais les équipages sont quand même formés pour y faire face. Vérifier chacun des 3 ADI aurait dû permettre au commandant d'identifier le problème. L'enregistreur de paramètres indique que l'ADI du copilote et celui de secours affichaient la bonne inclinaison latérale. Seul l'horizon artificiel du commandant était défectueux. La façon dont l'équipage a réagi au problème dans les secondes qui ont suivi le décollage explique peut-être pourquoi l'avion s'est écrasé. Les enquêteurs découvrent enfin des éléments nouveaux à propos de ces instants cruciaux. Les techniciens de l'AIB ont récupéré les données de l'enregistreur phonique, pourtant très abîmé. Un des éléments les plus importants, c'était une alarme qui résonnait dans le poste de pilotage au moment du départ de Stansted.
Plus significatif encore est ce qu'on n'entend pas. On dirait qu'ils n'ont pas tenu compte des alarmes. Rien sur l'horizon artificiel défectueux. L'alarme signalant qu'un ADI fonctionne mal, les pilotes auraient dû vérifier le troisième pour savoir lequel des deux est en bon état. Mais les pilotes restent étrangement silencieux. Le mécanicien navigant a regardé l'ADI de secours, il a regardé les autres et il a montré du doigt le problème au commandant. L'inclinaison est en panne. Mais le commandant n'a rien dit et il n'a rien fait. Les enquêteurs sont aussi troublés par le fait que le copilote, dont l'ADI fonctionnait, n'a rien fait pour sauver l'avion. Pourquoi le copilote n'a-t-il rien dit? Il allait mourir. Il savait que les instruments étaient défectueux, puisqu'une alarme s'était déclenchée. Pourtant, il n'a rien dit. L'inclinaison! L'inclinaison! Le copilote aurait dû dire au commandant « Votre ADI est inexact ». Il aurait dû dire avec fermeté au commandant « Le mien fonctionne, je prends les commandes, laissez-moi faire ». Je prends les commandes. Le commandant aurait dû dire « Prenez les commandes ». Mais le copilote s'est tu. L'enregistreur phonique répond aussi à une interrogation concernant certains témoignages. L'enregistreur phonique ne donnait aucune indication quant à un incendie. S'il y en avait eu un, on aurait entendu une alarme très distinctive, mais il n'y en a pas eu. Les erreurs des témoins n'ont rien d'étonnant. Les gens voient tout un tas de choses quand il fait mauvais ou quand il fait nuit. Les reflets des feux de navigation les induisent parfois en erreur et leur font croire à un incendie. Les enquêteurs veulent désormais en savoir plus sur les membres d'équipage qui ont laissé une défaillance mineure les conduire à la mort. On a écouté les échanges, mais ils étaient en coréen. Même avec une traduction, c'était difficile de se faire une idée du ton et de la façon dont les choses étaient dites. Donc, on a fait écouter la conversation à une personne parlant coréen qui nous a expliqué les relations sociales entre les pilotes. Avant le décollage, le commandant est de plus en plus agacé à cause des retards. 8509, raison du retard? Répondez. Il nous demande de combien sera le délai. Assurez-vous de comprendre avant de répondre. Stansted prévole. Attendons-nous vos plans de vol pour Milan. Le commandant était très autoritaire, très critique à l'égard du copilote. Le copilote s'est montré très servile. C'était lui qui écoutait et le commandant qui parlait. Vous diriez qu'il est condescendant? David Miller se demande ce qui serait arrivé si le commandant avait écouté les mises en garde du mécanicien navigant et veut savoir si l'équipage aurait eu le temps de sauver l'avion. En simulateur, grâce aux données de l'enregistreur de paramètres, il recrée le vol. Il s'avère que l'accident n'avait rien d'inéluctable. Il était possible, même si c'était de justesse, d'effectuer une ressource à environ 500 pieds, 260 nœuds et 80 degrés d'inclinaison. Si on savait ce qui se passait, il était possible de récupérer la situation, quitte à raser le sol. Cette constatation incite les enquêteurs à étudier la façon dont Korean Air forme ses équipages. Les relations au sein de l'équipage avaient joué un grand rôle. Et il fallait qu'on aille en Corée pour observer la formation du personnel. En Corée, les enquêteurs sont aux premières loges pour voir comment la compagnie forme ses pilotes.
Il y avait une hiérarchie stricte. Le commandant était le plus âgé, le plus sage, le plus chevronné, et le copilote, le jeunot, l'inexpérimenté, l'apprenti. Les équipages travaillaient de manière très procédurière, sans faire preuve de beaucoup d'initiative, ce qui aurait permis de faire face à une situation inhabituelle. Ces relations ressemblent de manière frappante à l'image qui se dégage de l'enregistreur phonique du vol 8509. Les enquêteurs examinent alors la carrière du commandant. Une majorité des commandants de bord de Korean Air ont été formés à l'armée. Park Deok-kyu avait porté le grade de colonel et passé sa carrière à piloter des avions de chasse. Dans la culture coréenne de l'époque, ces pilotes devaient avoir un rang équivalent à leur grade au sein de l'armée. Un colonel des forces aériennes aurait donc pris comme un camouflet de se voir confier le travail de copilote. Il ne pouvait entrer dans la compagnie qu'en tant que commandant de bord. Park Deok-kyu devient donc commandant alors qu'il n'a piloté que des avions de chasse monoplace et n'a jamais fait partie d'un équipage sur un avion de ligne de grande taille. En assemblant les diverses pièces du puzzle, problèmes de communication, incidents inattendus et relations entre membres d'équipage, les enquêteurs pensent avoir compris pourquoi le vol 8509 s'est écrasé. C'est impardonnable. S'il y a encore un retard... Autorisé décollage, piste 23. Autorisé décollage, piste 23, 8509. Autorisé à décoller. Pas trop tôt. Une accumulation de retard a bousculé le planning du vol 8509 et mis à mal la patience du commandant. Le copilote a gardé le silence pour éviter toute dispute avec son collègue plus expérimenté et plus âgé. Pour piloter un avion quel qu'il soit, il faut que les gens travaillent en équipe. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autoritaire dans un siège et quelqu'un de servile dans l'autre. V1, rotation. Vario positif. Rentrez le train. Train rentré. Il faut que les membres d'équipage se sentent libres de parler, de faire des commentaires, voire des critiques si nécessaire sur les actes des autres. Le moment crucial survient quand le commandant braque son volant vers la gauche et que son horizon artificiel ne bouge pas. Ça a dû être très déroutant. Il aurait dû se poser des questions. Mais il a continué de virer encore plus, d'augmenter le taux de virage. L'inclinaison! L'inclinaison! Le mécanicien navigant savait que l'avion virait en prenant une inclinaison extrême. Mais le commandant n'a tenu aucun compte de ces avertissements. Il avait reçu un blâme quelques mois plus tôt pour ne pas avoir suivi correctement une procédure de départ normalisée aux instruments. Et on suppose que dans son esprit, c'était primordial de suivre celle-ci pour éviter de se faire à nouveau taper sur les doigts. Pour ne rien arranger, il n'avait aucun repère visuel et n'a vraisemblablement pas senti la forte inclinaison. Les équipages sont formés à se fier à leurs instruments et non à leur sens. Le commandant Park a donc fait confiance à son ADI alors que tout indiquait qu'il fonctionnait mal. Le copilote aurait dû dire au commandant que l'alarme s'était déclenchée. C'est très difficile de comprendre sa réaction, ou plutôt son manque de réaction. Mais je crois que ça tenait en grande partie à des raisons culturelles. Craignant plus le déshonneur que la mort, le copilote n'a pas osé critiquer son commandant ni corriger ses actions.
Ces pilotes ne travaillaient pas en équipe. Il y avait un homme et des assistants. L'avion a continué de s'incliner. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrés. Les enquêteurs sont persuadés que les raisons de l'accident remontent à plusieurs centaines d'années. Commandant. Pendant des siècles, une structure de classe rigide, fondée sur la hiérarchie sociale, a régi la culture coréenne. Et l'armée, qui est une institution dans laquelle le sens de l'honneur n'est pas un vain mot, a eu une forte influence sur l'aviation commerciale. Ce poids des traditions a mis en danger l'équipage du vol 8509 dès qu'il s'est installé aux commandes. C'est dur de surmonter des valeurs culturelles très enracinées. La différence de statut entre les deux pilotes a aussi été accentuée par une différence de grade. On pense que les valeurs culturelles qui ont été inculquées à ces deux hommes ont été écrasantes dans ce cas de figure. La relation ne se faisait pas sur un pied d'égalité. 2 ans et demi plus tôt, un avion de Korean Air s'était écrasé dans le Pacifique Sud, faisant plus de 200 morts. Korean Air avait connu une très mauvaise passe. Un de ses avions avait été accidenté à Guam. Une mauvaise communication et des rapports hiérarchiques figés avaient déjà joué un rôle à l'époque. La compagnie avait mauvaise réputation au moment de cet accident. L'armée de l'air américaine avait cessé de faire appel à Korean Air pour transporter son personnel dans le Pacifique. Et la compagnie était sous haute surveillance un peu partout dans le monde. Après l'accident du vol 8509, la réputation de la compagnie prend un coup terrible. Les responsables de Korean Air ont reconnu, à la surprise générale, que ces pilotes sortant de l'armée prenaient parfois des risques injustifiés. Malgré cette mauvaise publicité, dont la compagnie se passerait bien, les enquêteurs cherchent à l'aider à surmonter ces difficultés. De tous les accidents, il y a des leçons à tirer pour améliorer la sécurité aérienne. L'AIB recommande que les formations calquées sur des modèles étrangers soient modifiées pour mieux correspondre à la culture coréenne. Les formations de Korean Air sont donc revues de fond en comble pour améliorer l'efficacité et encourager l'apparition de rapports radicalement nouveaux dans le poste de pilotage. Après l'accident de 1999, Korean Air a lancé un programme de grande envergure pour améliorer son bilan de sécurité. La compagnie a instauré une procédure nettement plus rigoureuse et elle a investi des sommes très importantes dans certains aspects de la sécurité des vols. Dans ce cas de figure, il s'agissait d'un problème de communication, d'un problème de maintenance et surtout de considérations très importantes concernant la gestion des ressources de l'équipage, le facteur humain. Les statistiques montrent que le bilan de sécurité de Korean Air, depuis ces événements, lui vaut d'être considéré comme une compagnie très sûre. Suite au drame du vol 8509, la compagnie Korean Air a complètement changé. Depuis 1999, elle n'a enregistré aucun accident grave ni aucun décès. Et c'est aujourd'hui une des compagnies les plus appréciées au monde.